Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais... Dans la dernière lecture, je vous ai annoncé la lecture de passages tirés d'un livre que je suis en train de lire et qui me semblait résonner avec Lumière d'août. Mais, en fait, j'ai décidé de les lire dans cette lecture. Voilà, donc vous les retrouverez à la fin du chapitre 10 que je vais commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Voilà, merci encore. Lumière d'août 10. La connaissance, non le chagrin, se rappelle un millier de rues sauvages et désertes. Elles ont commencé cette nuit où, étendu par terre, il entendit les derniers pas, la dernière porte. Il n'avait même pas éteint la lumière. Et il était resté sur le dos, tranquille, les yeux ouverts, tandis qu'au-dessus de lui, le globe suspendu brillait d'une lueur douloureuse et fixe, comme dans une maison où tous les habitants seraient morts. Il ne savait pas combien de temps il était resté là. Il ne pensait pas. Il ne souffrait pas. Peut-être sentait-il quelque part en lui les deux bouts tranchés des fils de la volonté et de la sensibilité. Ils étaient séparés maintenant et il attendait le moment où ils se toucheraient pour se renouer et lui permettre de remuer. Tandis qu'ils finissaient leurs préparatifs de départ, ils l'enjambaient de temps à autre, comme les gens sur le point de quitter une maison pour toujours enjambent un objet qu'ils ont l'intention de laisser. « Tiens Bobby, tiens la môme, ton peigne que t'as oublié, voilà le pognon !» À Roméo, nom de Dieu, il a dû barboter en sortant la caisse du patronage. « C'est à Bobby, tu ne l'as pas vu, le lui donner, tu ne l'as pas vu toi, qu'a si bon cœur !» C'est ça, ramasse-le, la môme tu peux le garder, comme placement, comme souvenir, comme ce que tu voudras, comme t'en veux pas, c'est... Comment t'en veux pas? C'est dommage, c'est embêtant, mais on peut tout de même pas laisser ça sur le plancher, ça finirait par y faire un trou dans le plancher. Ça a déjà commencé à faire un trou assez grand pour sa taille, pour n'importe quelle taille. Bobby, la môme, mais oui, je le garderai pour Bobby. Je t'en fous, je veux dire que je en garderai la moitié pour Bobby. Laissez ça ici, enfant de putain. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est pas à vous, c'est à lui. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait en faire? Et il ne se sert pas d'argent, il n'en a pas besoin. Demande à Bobby s'il a besoin d'argent. On le lui donne et c'est nous les autres qui payons pour lui. Laissez ça là, je vous dis. Je t'en fous comme si c'était pas à moi. C'est pas à toi, non. Plus à moi que nom de Dieu. Est-ce que par hasard il te devrait de l'argent? À toi aussi? Est-ce qu'il t'aurait baisé à l'œil, toi aussi, derrière mon dos? Je t'ai dit de laisser ça ici, va te faire foutre. Ça ne fait jamais que 5 ou 6 $ pour chacun. Alors la femme blonde se dressa près de lui et se pencha. Il l'observait tranquillement. Elle releva sa jupe et prit, dans le haut de son bas, une liasse plate de billets de banque. Elle en détacha un, s'arrêta, puis le lui fourra dans la poche gousset de son pantalon. Cela fait, elle partit. « Allons, sortez d'ici. T'es pas encore prête, faut que tu plies ce kimono et que tu fermes ta valise et que tu te repoudres ta gueule. Apporte-moi ma valise et mon chapeau, allons en avant. Emmène Bobby et attends Max et moi dans l'auto et attends. Max et moi dans l'auto avec les autres valises. Vous figurez que je vais vous laisser ici pour que vous lui voliez ça aussi? Allez, foutez-moi le camp de là. » Pardon. Et ils s'en allèrent. Les derniers pieds, la dernière porte. Puis il entendit l'auto noyer le bruit des insectes, le ronflement dominer le bruit, descendre à son niveau, puis au-dessous, puis il n'entendit plus que les insectes. Il était là, couché sous la lumière. Il ne pouvait pas encore remuer comme il pouvait regarder, sans voir, sans entendre, sans vraiment se rendre compte. Les deux bouts du fil n'étaient pas encore raccordés, tandis qu'étendu, il se léchait les lèvres de temps à autre, à la manière d'un enfant.
Puis les deux bouts du fil se raccordèrent et le contact fut rétabli. Il ne savait pas la seconde exacte, mais soudain il eut conscience que sa tête bourdonnait. Lentement, il s'assit et reprit ses sens. Puis il se mit debout. Il était étourdi. La chambre tournait lentement, doucement, comme la pensée. Et la pensée disait « pas encore ». Mais il ne souffrait toujours pas même quand, appuyé à la table, il examina dans la glace sa figure enflée et sanglante, pas même quand il se toucha la figure. « Nom de Dieu, dit-il, ils m'en ont foutu une raclée. » Il ne pensait pas encore. Il n'en était pas encore là. « M'est avis que je ferais mieux de filer d'ici. M'est avis que je ferais mieux de filer d'ici. » Il se dirigea vers la porte, les mains en avant, comme un aveugle ou un somnambule. Il se trouva dans le couloir sans s'être aperçu qu'il avait franchi la porte, et il se trouva dans une autre chambre à coucher quand il espérait encore, sans le croire peut-être, qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. La chambre était petite. Cependant, elle semblait encore pleine de la présence de la femme blonde. Les murs même, dans leur dureté étroite, semblaient tout gonflés de cette respectabilité militante à surface diamantine. Sur la commode dégarnie se trouvait une bouteille de whisky presque pleine. Cramponné à la commode pour se tenir droit, il but lentement sans en ressentir le feu. Le whisky lui coulait dans la gorge, froid comme de la mélasse, insipide. Il reposa la bouteille vide et s'appuya à la commode, la tête baissée, ne pensant pas, attendant peut-être sans le savoir, peut-être n'attendant même pas. Puis le whisky commença à le brûler, tandis que la pensée accompagnait la lente et chaude torsion de ses entrailles. « Il faut que je sorte d'ici. » Il retourna dans le corridor. Maintenant, c'était sa tête qui était claire et son corps qui se conduisait mal. Il lui fallut l'encourager le long du couloir, le faire glisser contre un des murs, vers la porte, pensant « Allons, voyons, reprends tes esprits, il faut sortir d'ici. Si je peux seulement l'amener dehors, à l'air froid, dans la nuit fraîche. » Il observait ses mains qui tâtonnaient contre la porte. Il essayait de les aider, de les encourager, de les contrôler. Enfin, ils ne l'ont toujours pas fermé à clé, pensait-il. Bon Dieu, je n'aurais pas pu sortir avant le matin dans ce cas. Je n'aurais jamais pu ouvrir une fenêtre et y passer. Il réussit enfin à ouvrir la porte et il sortit. Et il ferma la porte derrière lui, discutant encore avec son corps qui se refusait à l'effort de refermer la porte et qu'il dut forcer à la fermer sur la maison vide où les deux lampes brillaient, mortes et fixes, sans savoir, sans s'inquiéter que la maison fût vide, aussi indifférente au silence et à la désolation qu'elle l'était aux nuits sordides et brutales, aux vieux verres sans cesse en service, aux vieux lits sans cesse occupés. Son corps obéissait mieux, devenait plus docile. Il quitta la véranda sombre, entra dans le clair de lune et, la tête sanglante, l'estomac vide, brûlant, sauvage et brave sous l'effet du whisky, il s'engagea dans cette rue dont il ne devait voir le bout que 15 ans plus tard. Il y eut des périodes où le whisky s'éteignit, fut renouvelé, s'éteignit encore, mais la rue ne finit jamais. Depuis cette nuit-là, les milliers de rues s'allongèrent semblant n'en former qu'une, avec des coins imperceptibles, des changements de scène, brisés de temps en temps par des trajets en voiture qu'ils sollicitaient, par des trajets volés en chemin de fer, sur des camions, sur des charrettes de paysans où, à 20, 25, 30 ans, il s'asseyait sur le siège avec son visage dur et impassible et ses vêtements de citadin, même quand ils étaient sales et usés. Et le conducteur de la charrette ne savait pas qui était ou ce qu'était le voyageur et n'osait pas le lui demander. La rue passa à travers les États d'Oklahoma et de Missouri, descendit au sud jusqu'à Mexico, puis remonta au nord à Chicago et à Détroit, avant de redescendre encore pour s'arrêter enfin dans l'État de Mississippi. Elle fut longue de 15 ans. Elle passa entre les façades en bois, sauvages et fausses, des villes pétrolifères. Une boue sans fond y souilla ses inévitables vêtements de serge et ses souliers clairs. Il y mangea des aliments crus dans des plats en fer blanc. Ses repas lui coûtaient de 10 à 15 $. Il les payait avec une liasse de billets de la grosseur d'un crapaud bœuf, tout souillé aussi par cette boue luxuriante aussi inépuisable, semblait-il, que l'or qu'on en retirait.
Elle passa entre des champs de blé jaune qui ondulaient sous les cruelles journées jaunes, journées de travail et de sommeil profond dans l'état de foin sous la froide pâleur de la lune folle de septembre et des étoiles scintillantes. Il fut, tour à tour, ouvrier, mineur, chercheur d'or, racoleur pour maison de jeu. Il s'engagea dans l'armée, servit 4 mois, déserta et ne fut jamais repris. Et toujours, tôt ou tard, la rue finissait par traverser des villes, des quartiers identiques et presque interchangeables, aux noms oubliés, où, sous la voûte sombre, équivoque et symbolique de minuit, il couchait avec des femmes qu'il payait quand il avait de l'argent. Et quand il n'avait pas d'argent, il n'en couchait pas moins. Il leur disait alors qu'il était noir. Cela lui réussit pendant quelque temps, quand il se trouvait dans le sud. C'était très simple, très facile. D'habitude, il ne risquait que les insultes de la femme et de la maquerelle. D'autres fois, cependant, il était roué de coups par le patron et il ne revenait à lui que plus tard, dans la rue ou en prison. Il en était ainsi quand il se trouvait dans ce qu'on pourrait appeler le sud relatif. Une nuit, le moyen échoua. Il se leva du lit et dit à la femme qu'il avait du sang noir. « T'es nègre ?» dit-elle. « Je croyais que t'étais un Italien ou quelque chose comme ça. » Elle le regarda sans grand intérêt, puis elle vit évidemment quelque chose sur sa figure. Elle dit « Et après, t'es pas mal ? J'aurais voulu que tu vois le morico que j'ai renvoyé juste avant ton tour. » Elle le regardait, elle était plus calme maintenant. « Et puis, dis donc, qu'est-ce que tu crois que c'est, cette boîte ? L'hôtel Ritz ?» Elle cessa alors de parler. Elle observait son visage et elle se mit à reculer, lentement, devant lui. Elle le dévisageait, les traits tirés, la bouche ouverte pour hurler. Et elle hurla. Il fallut 2 policemen pour la maîtriser. Tout d'abord, ils crurent que la femme était morte. Il fut malade après cela. Il n'avait jamais soupçonné jusqu'à ce jour que certaines femmes blanches se donnaient à des noirs. Il fut malade pendant 2 ans. Parfois, il se rappelait qu'un jour, il avait poussé, excité des blancs à l'appeler nègre pour pouvoir se battre avec eux, pour les battre ou être battu. Maintenant, il se battait avec les nègres qui le traitaient de blanc. Il était dans le Nord maintenant, à Chicago, puis à Détroit. Il fréquentait les nègres et évitait les blancs. Combatif, mystérieux, renfermé, il mangeait avec eux, couchait avec eux. Il vivait alors maritalement avec une femme qui ressemblait à une statue d'ébène. La nuit, couché près d'elle, éveillé, il se mettait parfois à respirer très fort. Il le faisait exprès, sentant, regardant même sa poitrine blanche s'enfler plus large, toujours plus large, sous la cage thoracique. Il s'efforçait d'aspirer l'odeur noire, la pensée, la nature sombre, indéchiffrable des nègres, essayant à chaque expiration de chasser loin de lui le sang blanc, la pensée, la nature blanche. Et toujours, à l'odeur qu'il tentait de s'assimiler, ses narines blanchissaient, se contractaient, son être entier se révulsait, se tendait sous la révolte du corps et le refus de l'esprit. Il croyait que c'était à la solitude qu'il tentait d'échapper, et non pas à lui-même. Mais la rue continuait. Tel un chat, il n'attachait nulle importance aux endroits, mais nulle part il ne trouvait la paix. Mais la rue continuait avec ses humeurs, ses phases, toujours vides. Il aurait pu se voir lui-même comme en d'innombrables avatars, condamné au mouvement, poussé par le courage d'un désespoir fustigé, éperonné, par le désespoir d'un courage dont les occasions devaient être fustigées et éperonnées. Il avait alors 33 ans. Une après-midi, la rue s'était transformée en une route de campagne, dans l'état de Mississippi. Près d'une petite ville, il avait été chassé d'un train de marchandises qui se dirigeait vers le sud. Il ne connaissait pas le nom de la ville, peu lui importait le mot qui servait à la nommer. Il ne la vit même pas, du reste. Il la contourna à travers bois et, arrivé sur la route, il regarda dans les 2 directions. La route n'était pas empierrée, bien qu'elle semblât assez passagère. Il vit des cases de nègres, éparses çà et là, en bordure de la route. Puis, à environ 500 mètres, il vit une maison plus grande, une vaste bâtisse au milieu d'un bouquet d'arbres, une demeure qui, un jour, avait joui d'un prestige évident. Mais maintenant, les arbres avaient besoin d'être émondés et la maison n'avait pas été repeinte depuis bien des années. Mais il se rendait compte qu'elle était habitée. Il y avait 24 heures qu'il n'avait pas mangé. Cette maison-là fera l'affaire, pensa-t-il. Mais il ne s'en approcha pas tout de suite, bien que l'après-midi touchât à sa fin.
Au contraire, il lui tourna le dos et partit dans la direction opposée avec sa chemise d'un blanc sale, son pantalon de serge limé, ses souliers de ville craquelés et poussiéreux, sa casquette de drap en angle arrogant au-dessus de sa barbe de 3 jours. Et pourtant, même ainsi, il n'avait pas l'air d'un cheminot, du moins aux yeux du négrillon qu'il rencontra bientôt sur la route, balançant un seau en fer blanc. Il arrêta l'enfant. « Qu'est-ce qui habite dans cette grande maison là-bas ? C'est Miss Burden qui habite là-bas. »« Mister et Mrs. Burden. »« Non, monsieur, il n'y a pas de Mr. Burden. Il n'y a personne d'autre avec elle. »« Oh, une vieille femme, je suppose. »« Non, monsieur, Miss Burden, elle n'est pas vieille. Elle n'est pas jeune non plus. Elle habite là toute seule. Elle n'a pas peur. Qui voulez-vous qui lui fasse du mal, ici en ville? Les gens de couleur, ici, ils prennent soin d'elle. Les gens de couleur prennent soin d'elle. » Soudain, on nous dit que l'enfant avait fermé une porte entre lui et l'homme qui l'interrogeait. « Mais t'as vu que personne ici voudrait lui faire du mal. Elle n'a jamais fait de mal à personne. »« Sans doute, dit Christmas. À quelle distance est la ville la plus proche de ce côté-ci ? » ?»« Environ 30 000, qu'on dit. Vous avez pas envie de faire tout ça à pied, je suppose ? » ?»« Non, dit Christmas. » Il fit demi-tour et s'éloigna. Le négrillon le regarda, puis lui-même se remit en route en balançant le seau contre son vêtement déteint. Au bout de quelques pas, il se retourna. L'homme qui l'avait interrogé s'éloignait d'un pas régulier, mais sans hâte. L'enfant continua dans son vêtement passé, rapiécé, étriqué. Il n'avait pas de souliers. Il commença bientôt à traîner les pieds. Il avançait toujours, soulevant la poussière rouge autour de ses maigres chevilles couleur chocolat, autour du bas éraillé de son pantalon trop court. Il commença à psalmodier sans air, mais avec rythme et musicalité, bien que sur une seule note. Say don't didn't don't one day the girls couldn't don't hide. Cette chanson très obscure et certainement obscène pourrait se traduire approximativement ainsi. Dites que ceux qui veulent le pudding de cette jeune négresse ne se cachent pas. Couché dans un fouillis de branchages à 100 mètres de la maison, Christmas entendit une horloge lointaine sonner 9 heures, puis 10 heures. Devant lui, la maison s'élevait, carrée, massive, parmi les arbres. Il y avait de la lumière à l'une des fenêtres, au premier. Le store n'était pas baissé et il pouvait voir que la lumière venait d'une lampe à pétrole et, de temps à autre, sur le mur du fond, il voyait passer l'ombre mouvante d'une personne. Mais il ne vit jamais la personne elle-même. Au bout de quelque temps, la lumière s'éteignit. Maintenant, la maison était noire. Il cessa de regarder. Il resta étendu dans le fourré, à plat ventre, sur la terre obscure. Dans le fourré, l'obscurité était impénétrable. À travers sa chemise et son pantalon, il sentait une fraîcheur légère, intime, vaguement moite, comme si le soleil n'atteignait jamais l'atmosphère du fourré. À travers ses vêtements, il pouvait sentir la terre ignorée du soleil palpiter, lente et réceptive, contre lui, contre ses reins, ses hanches, son ventre, sa poitrine, ses avant-bras. Son front reposait sur ses 2 bras croisés. L'odeur humide et capiteuse de la terre noire et féconde lui emplissait les narines. Il ne regarda pas une seule fois la maison obscure. Il resta couché, complètement immobile, pendant plus d'1 heure avant de se lever et de sortir des branches. Il avança sans ramper, rien de furtif, rien même de spécialement prudent dans son approche de la maison. Il y alla tout tranquillement, comme s'il avait coutume de marcher ainsi, et contournant la masse maintenant informe de la maison, il se dirigea par derrière vers l'endroit où devait se trouver la cuisine. En silence, comme un chat, il s'arrêta un instant sous la fenêtre où la lumière avait brillé. Dans l'herbe autour de ses pieds, les criquets qui s'étaient tus quand il marchait, formant autour de lui un flot de silence comme un reflet jaune et terne de leurs petites voix, recommencèrent à chanter. Quand il bougea, ils se turent de nouveau avec la même promptitude légère, alerte. Derrière la maison se trouvait une aile d'un seul étage. Ce doit être la cuisine, pensa-t-il. Oui, ça doit être ça. Il avança sans bruit, évoluant dans son îlot d'insectes brusquement silencieux. Dans le mur de la cuisine, il pouvait distinguer une porte. S'il avait essayé de l'ouvrir, il se serait aperçu qu'elle n'était pas fermée à clé. Mais il n'essaya pas. Il passa devant et s'arrêta sous la fenêtre. Avant de rien tenter, il se rappela qu'il n'avait pas vu de grillage à la fenêtre éclairée, au premier étage. Bien plus, la fenêtre était ouverte.
maintenue ouverte par un bâton. Ça, par exemple, pensa-t-il. Il resta près de la fenêtre, les mains sur le rebord, respirant tranquillement, sans écouter, sans se presser, comme si la hâte était toujours inutile en ce monde. Tiens, ça par exemple. Tiens. Puis il se hissa par la fenêtre. Il sembla couler dans la cuisine obscure, telle une ombre qui, sans bruit, sans mouvement, retournerait dans les ténèbres du sein maternel. Peut-être pensa-t-il à cette autre fenêtre qu'il avait employée et à la corde à laquelle il devait se confier. Peut-être pas. Vraisemblablement pas. Pas plus qu'un chat ne se rappelle une autre fenêtre. Comme les chats également, il semblait voir dans l'obscurité, tout en se dirigeant vers la nourriture qu'il désirait, d'un pas aussi sûr que s'il avait su où elle se trouvait, ou bien comme s'il était poussé par quelque agent bien renseigné. De ses doigts invisibles, il prit quelque chose dans un plat invisible, de la nourriture invisible. Il ne s'inquiéta pas de savoir ce que c'était. Il ne se rendit compte qu'il se l'était demandé, qu'il y avait goûté, qu'à la minute même où sa mâchoire, s'arrêtant subitement, sa pensée s'envola dans la rue, recula de 25 ans en arrière, passa devant tous les coins imperceptibles, témoins de défaites amères, de victoires plus amères encore, et s'arrêta à 5000 au-delà d'un coin où, à cette terrible époque des premières amours, il avait coutume d'attendre quelqu'un dont il avait oublié le nom. À 5000 de là, sa pensée s'arrêta. Je vais trouver dans 1 minute. J'ai déjà mangé cela quelque part. Dans une minute, je trouverai mémoire déclenchée, qui sait. Je vois, je fais plus que voir. J'entends la voix dogmatique qui semble ne devoir jamais s'arrêter. Je l'entends qui parle et parle pour toujours et d'un regard en dessous. Je vois la tête ronde, indomptable, et la barbe fraîchement taillée, inclinée également, et je pense comment peut-il n'avoir pas faim? Et moi plein de l'odeur de ma bouche, de ma langue pleurant de le sel chaud de la tente, goûtant des yeux la vapeur chaude du plat. Ce sont des petits pois, s'écria-t-il tout haut. Oh nom de Dieu, des petits pois cuits avec de la mélasse. Sa pensée, sans doute, n'était point partie seule. Depuis quelques instants déjà, il aurait dû entendre le bruit, car la personne qui le produisait semblait, autant que lui, dédaigner la prudence et le silence. Il l'entendit peut-être, mais il ne bougea pas quand, de l'intérieur de la maison, un bruit léger de pieds en pantoufles s'approcha de la cuisine. Et quand, enfin, il se retourna brusquement, les yeux soudain en feu, il vit que, déjà, sous la porte qui donnait accès dans la maison, une faible lumière approchait. La fenêtre ouverte se trouvait à portée de sa main, il aurait presque pu l'enjamber d'un seul bond. Mais il ne bougea pas. Il ne lâcha même pas le plat, il ne cessa même pas de mâcher. Il attendait, debout au milieu de la pièce, le plat à la main, mâchant. Et la porte s'ouvrit, et la femme apparut. Elle était vêtue d'une robe de chambre déteinte, et elle portait une bougie. Elle la levait très haut, de sorte que la lumière tombait en plein sur son visage. Un visage tranquille, grave, sans trace d'inquiétude. À la lueur douce de la bougie, elle ne paraissait pas plus de 30 ans. Elle resta debout sur la porte. Ils se regardèrent pendant plus d'1 minute, presque dans la même attitude, lui avec le plat, elle avec le bougeoir. Il avait cessé de mâcher. « Si vous n'êtes venu ici que pour manger, vous trouverez tout ce qu'il vous faudra, dit-elle d'une voix calme, assez profonde, avec une nuance de froideur. » Et c'est la fin du chapitre 10. Voilà, on était en Mississippi, comme ils disent, et maintenant, je vais aller faire un tour du côté du Texas. Alors, je voulais vous lire plusieurs extraits. Pas tous dans... Je vais pas le... Comme ce sont seulement des extraits, il y en a un que je vais lire après, mais qui est avant dans le livre. Voilà. C'est le livre de... C'est La lumière et les ténèbres de Brett Anthony Johnstone.
Les silences de l'agneau, épisode 2, invité Constance Cullen. Enregistrement août 2023, entretien téléphonique. Je l'ai eu jeune, son papa aimait bien nous taper dessus. Sans moi, rien de tout ça ne serait arrivé. Parce que c'est vous qui l'avez élevé ? Je n'étais pas faite pour la maternité. J'accorde trop de confiance aux hommes. Depuis toujours. Son papa obligeait Perry à apprendre la Bible par cœur. Il devait en réciter plusieurs pages avant d'avoir le droit de passer à table. Si le petit se trompait sur un mot, un seul petit mot, il restait le ventre vide. Ça a freiné sa croissance, moi je dis. Le lendemain soir, il devait recommencer avec de nouvelles pages. S'il se trompait, alors il tâtait du ceinturon. D'après Clarence, ça devait lui inculquer le goût de la discipline. Il disait que ça lui garantirait une vie pieuse. Quand il me chopait en train de lui glisser de la nourriture, c'était moi qui recevais les coups. Une ou deux fois, il a fait venir un de ses copains et Clarence l'a regardé faire ses petites affaires avec moi. S'il a aussi forcé le petit à regarder, je l'ai effacé de ma mémoire. Vous voulez dire c'est bien simple, Perry n'avait vraiment aucune chance dans la vie. Après Clarence, il y a eu plein d'autres hommes qui ont défilé à la maison. Si je me retrouvais au chômage, j'en faisais des clients. Si j'avais un boulot, j'espérais qu'il m'épouse. Et vous pensez que l'agneau, pour moi ça restera toujours Perry, mon bébé. Il s'est fait embêter à l'école, traité de tous les noms. Pourquoi il ne se serait pas tourné vers Dieu quand il s'est enfui alors qu'il n'était qu'un adolescent? N'oubliez pas, j'espérais qu'il entre dans l'armée ou bien dans les ordres. Dieu me pardonne. Je me disais que ce ne serait pas une si mauvaise chose s'il mourait jeune. Un accident de voiture, peut-être un truc rapide pour mettre un terme à ses souffrances. Dieu Tout-Puissant, vous entendez ce que je raconte? Vous êtes resté en contact avec lui après sa fugue? Pas tellement. À 18 ans, il vagabondait de par le monde, il dispensait ses enseignements. Je ne faisais pas partie de tout ça. Apparemment, il disait aux gens que j'étais morte. Il faut croire qu'il prenait ses désirs pour des réalités. Perry célébrait chacune de nos arrivées. Il frappait les mains et poussait un cri de joie. Il se mettait à danser, les gens le regardaient nous accueillir, le suivaient du regard lorsqu'il nous offrait une assiette ou approchait son oreille de la bouche de ma mère, y compris quand la musique n'était pas à fond. Un jour, alors qu'il était assis à côté d'elle dans le jardin, il a retiré ses lunettes et essuyé ses larmes avec son poignet. Elle confessait peut-être une jalousie ou une culpabilité excessive, ou peut-être évoquait-elle mon père. Un brave homme dénué d'ambition, perpétuellement fâché contre quiconque allait au-delà du moindre effort. Quand on a commencé à se rendre dans la maison de Highland, j'ai imaginé qu'elle m'emmenait pour calmer ses soupçons. Cela semblait illicite, mais plutôt inoffensif. J'ai fini par comprendre que j'étais là pour la sauver d'elle-même, pour faire en sorte qu'elle reste, sinon irréprochable, du moins dans les clous. Sans moi, elle aurait pu quitter mon père ou peut-être pire encore dans mon esprit, demander Perry en mariage et découvrir alors combien elle s'était trompée sur la nature de leur relation. À la fin de nos visites, il lui massait vigoureusement les épaules comme un entraîneur qui renvoie son poulain sur le ring. Il faisait la vidange de sa voiture, changeait ses plaquettes de frein. Pour son anniversaire, il lui a offert un enregistreur de cassettes fatigué dont il se vantait d'avoir négocié le prix dans un vide-grenier. Il semblait incapable de tenir en place. Il passait constamment d'une pièce à l'autre, poursuivant plusieurs conversations à la fois. Il y avait toujours quelqu'un pour venir frapper à la porte, une connaissance qu'il avait rencontrée à la décharge, la sœur d'un tel qui s'était fait expulser parce qu'elle avait payé son loyer un jour en retard, un violoniste ou un batteur, un investisseur motivé par l'un de ses projets entrepreneuriaux. Une fois, un livreur est arrivé avec des cartons de Bible posés sur un diable. Une fois le bon de livraison signé par Perry, les gens se sont jetés dessus comme des réfugiés affamés. Une femme est tombée par terre dans la cohue et s'est mise à pleurer. Perry l'a aidée et a pressé son front contre le sien. Ses larmes ont immédiatement cessé et elle a souri comme sous l'effet d'un charme. Les Bibles étaient oranges comme des plots de circulation. « C'est ce que j'avais demandé », s'est exclamé Perry. « Ça vous force à être attentif. C'est une couleur qui dit « fini de déconner ». Je supposais qu'il avait l'intention de les vendre et de se servir de la recette pour acheter des sitars et des tambourins, ou peut-être même une harpe. Malgré les bénédicités de Perry avant les repas, personne dans la maison ne me paraissait particulièrement pieux, surtout pas lui, si bien que les Bibles auraient tout aussi bien pu être des romans à l'eau de rose. Il s'est mis alors à disparaître pendant des jours, puis des semaines. Il est retourné au moins une fois au Texas avec un camion à la remorque chargé de petits moteurs. Il est ensuite parti au Mexique, puis à Hawaï,
puis en Israël. Quand il s'absentait, l'humeur de ma mère se gâtait. L'air qui l'entourait ne sentait plus le parfum. Elle se goinfrait à nouveau de frites et sifflait des panachés. Perry ne lui avait jamais rien envoyé. Il ne connaissait même pas notre adresse, mais je voyais bien qu'elle comptait les jours en allant relever le courrier. Peut-être lui avait-il promis une carte postale, ou noté notre adresse dans le carnet où il gribouillait ses chansons sur Jésus. Plus probablement, ce n'était là rien de plus que la pathétique espérance d'une femme délaissée. Une nuit, quand j'ai ouvert le sac à main de ma mère, parfois par ennui je lui piquais quelques dollars, j'ai trouvé une de ces petites bibles oranges. Une autre fois, alors que Perry était en Israël depuis près d'1 mois, j'ai entendu en passant devant la chambre de mes parents un bruit que j'ai d'abord pris pour des sanglots. J'ai appuyé mon oreille contre la porte et j'ai compris que je faisais erreur. Elle n'était pas triste. Elle chantait dans son enregistreur et s'écoutait, ajustant son ton et ajoutant de petites roulades, essayant d'embellir sa voix pour lui. Autre famille. Je vais commencer peut-être là. Ma mère m'a observée, appuyée contre l'évier. Derrière elle, à la fenêtre, étaient accrochés nos voilages en dentelle miteux. Elle avait tenté de leur donner un côté vintage en les trempant dans du thé, un projet qui lui avait permis d'occuper toute une après-midi peu après le départ de Mason. Ils faisaient de la peine avec leur aspect souillé, bien que je n'ai pas été avare en compliments. Je suis trop fatiguée pour ne pas te le dire. Pas me dire quoi? Samy veut lui piquer son poste, mon chaton. Mais Samy n'est qu'à temps partiel, j'ai répondu, comme si ça changeait quoi que ce soit. Oui, mais ce qu'il voudrait, c'est le job à temps plein, à plein temps. Les gens vont jamais voter pour lui, sauf s'il parvient à chasser Perry de la ville. Il a mis le gouvernement fédéral dans tous ses États. Hier soir, le FBI a appelé. La veille, c'était une autre agence avec un acronyme bizarre. Il demande ce qui se trame. Je suis sûre que ça va aller, j'ai dit, essayant de parler sur le même ton déterminé que mon père. Je suis contente que quelqu'un soit de cet avis. J'essayais de trouver quelque chose à ajouter, peut-être évoquer Mason ou un avenir radieux quand elle m'a demandé « Tu as fait un rêve cette nuit ?» C'était l'une de ses questions favorites. Je m'en souvenais rarement, mais dans ce cas-là, j'inventais quelque chose pour ne pas la décevoir. J'en ai fait un où je vivais sous la mer et où je me déplaçais en nageant. Tout le monde portait des palmes. C'est beau. Elle a réajusté ma veste et remonté mon col. Elle m'a inspecté un instant avant de me tapoter le bras. C'est que tu dois avoir besoin de te libérer de quelque chose. Je parie que tu te sens submergée par un truc. Je sais pas, j'ai répondu. Moi non plus, elle a admis en jetant un coup d'œil vers l'horloge aux oiseaux. C'est probablement de moi que je parle en réalité. Voilà, et je vais revenir à un passage entre le fils, donc le garçon qui parle de ses rêves, et son père qui est shérif. Le garçon s'appelle Roy. Mon père était déjà shérif avant la naissance de Mason, et grand-papa Huey avait porté l'insigne avant lui. Le plan était évidemment que mon frère rentre d'Irak, devienne adjoint, puis se présente pour le poste quand notre vieux prendrait sa retraite. Mason s'était engagé dans les Marines en partie parce que grand-papa avait combattu en Corée. Un héros de guerre, ça gagne des élections. Non pas que quelqu'un se serait opposé à lui. Dans le comté de McLennan, le nom Morland rimait avec shérif. Mon père n'avait eu aucun adversaire lors de ses 2 dernières campagnes. Il portait un beeper à la ceinture, en plus de son Colt Python de service. Les gens l'appréciaient, le trouvaient juste, recherchaient son approbation. Il devait rarement régler sa note au restaurant ou au pressing. Son bureau occupait le morne sous-sol du vieux palais de justice en pierre, mais chaque Noël, il s'illuminait sous les innombrables cadeaux offerts par des inconnus. Parfois, il m'emmenait quand il allait délivrer un mandat. Rien de bien méchant en général, mais je l'avais déjà vu se faire agresser avec un couteau à steak et se faire plaquer au sol sur un talus qui surplombait la Cypress Creek. Il voulait que je voie comment les gens que nous côtoyions, les caissiers du supermarché, les paroissiens de notre église, pouvaient devenir méconnaissables quand leur vie partait en vrille. Des hommes vicieux comme des mocassins d'eau tombaient à genoux en pleurant.
Des femmes de l'association des parents d'élèves se mettaient à jurer à donner des coups de poing dans le mur. La différence entre une soirée à la maison et une soirée en prison tient généralement à une mauvaise journée, me disait mon père chaque fois qu'on arrivait chez quelqu'un. J'écoutais les criminels plaider leur cause, inventer des alibis, balancer des menaces comme on jette des briques. Il gardait toujours son calme, la voix basse et ferme. Même quand la tension montait, il demeurait serein. « Tout va bien », qu'il disait à celui qui lui tombait dessus. « Videz votre sac, ça va aller. » À chaque intervention, j'essayais de m'imaginer en train de menotter un type devant sa famille ou de lire ses droits à un gamin de mon âge pendant que ses parents restaient plantés là, désespérés et impuissants. Même dans mes pensées, je finissais par céder. L'homme s'échappait avant que je puisse refermer les menottes, l'adolescent m'embobinait et, comme un idiot, je le laissais filer avec un simple avertissement. Sur le chemin du retour, je m'inventais des centaines de manières de décevoir mon paternel. Je ne savais pas ce que je voulais devenir, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, ni de là où je voulais vivre, mais je savais que je n'aurais pas la vie de mon père, ni celle de mon frère, ni celle de mon grand-père. Je ne disais pas mes prières aussi souvent qu'il aurait fallu, mais quand je le faisais, je suppliais d'avoir moins peur. Ainsi, ce deuxième vendredi de janvier, je me suis armée de courage quand l'énorme 4x4 Bronco de mon père s'est garé le long du trottoir alors que je rentrais du lycée. C'était une après-midi gris ardoise, le crachin transperçait ma veste et restait suspendu à mes vêtements. « Je te dépose, inspecteur ?» Son Stetson crème était enfoncé sur sa tête, la bande décolorée par des années de transpiration. Il avait glissé une photo de chacun de nous, mon frère, ma mère et moi, dans la doublure de son chapeau. Son thermos roulait à mes pieds. Le chauffage soufflait à plein régime. Le bus était plein, il m'a demandé. J'avais juste envie de marcher. Je me frottais les mains l'une contre l'autre. Sous cette pluie glaciale ? Ouais, je sais pas. On est passé devant le Live Oak, un centre commercial à l'abandon. Il y avait toujours du monde quand j'étais petit. Une galerie sur 2 niveaux avec des ascenseurs transparents et des fontaines en mosaïque. Ma mère nous y emmenait, Mason et moi, pour nous acheter nos vêtements d'école, et mon père aimait bien le steak Salisbury de chez Woolworth. Mais après l'ouverture des magasins d'usine le long de l'autoroute, le centre commercial avait fermé, et un jour mon vieux avait dû intervenir parce qu'un groupe de sans-abri avait allumé un feu de camp à l'intérieur. Une autre fois, quelqu'un s'était introduit pour taguer les murs. Un grillage s'élevait maintenant tout autour du terrain. Un urubu à tête rouge était perché au sommet d'un poteau télégraphique, ses épaisses plumes noires dressées contre le vent, sa vilaine tête tournée vers les champs. Si ma mère avait été là, elle aurait dit « Il cherche son déjeuner ». Je l'entendais dire ça chaque fois que je voyais un vautour ou un aigle, qu'elle soit présente ou pas. Mon père aussi, probablement. Il restait 1 heure de soleil, peut-être moins. On roulait vers l'est, à l'opposé de la maison. Il y a une foire aux armes ce week-end, il a fait. Aujourd'hui, c'est la soirée d'inauguration. Je me suis dit qu'on pourrait aller y jeter un œil. On peut prendre un truc pour Mason. Maman lui prépare un nouveau colis. Le snack bar devrait être ouvert. Ils ont des nachos au fromage. J'ai pas mal mangé à midi. En réalité, j'avais passé la pause déjeuner à rôder dans les couloirs. J'avais réussi à crocheter quelques casiers, mais je n'avais découvert que des réserves assez prévisibles de bonbons et de cigarettes. Ta mère trouve que tu as perdu du poids depuis que vous avez rompu, Rosie et toi. Après plusieurs jours de pluie, la Brazos River était haute et écumeuse. Les genévriers et les frênes sur la rive semblaient amaigris. Leurs branches nues se découpaient dans le ciel comme autant d'encoches. Tout était mouillé, trempé, délavé. Ce n'est pas une grève de la faim qui va la faire revenir. Je sais. Sur notre gauche s'étendait le petit aérodrome avec son unique piste et quelques Cessna garés près du hangar. Mes parents nous y emmenaient pour voir les pilotes qui s'entraînaient au posé décollé. « Samy a appelé tout à l'heure, il a dit. Apparemment, il y a de la friture sur la ligne. Avec l'agneau ? J'imagine. » Sammy Gregson était un homme intègre mais irritable. Un catholique qui allait à la messe 3 fois par semaine, se signait souvent et travaillait comme adjoint à temps partiel. Les hivers étaient chargés au bureau du shérif. Certains avaient alors plus d'argent que d'habitude, d'autres moins. Des gars se retrouvaient enfermés avec leur famille et picolaient trop, si bien que Sammy prenait des permanences supplémentaires. Le crachin avait presque entièrement occulté notre pare-brise, mais mon père, comme à son habitude, attendait le dernier moment avant d'allumer les essuie-glaces. Peut-être parce que ça lui donnait l'impression de céder. C'était un homme qui accordait une grande importance à la persévérance. « Il a la patience d'un busard qui a repéré un veau malade », disait ma mère.
et il semblait souvent se mettre à l'épreuve, travailler les muscles de sa détermination. « Tu m'as entendu, inspecteur ?» il a demandé. Je me suis tournée vers lui. Le pare-brise était ruisselant et flou. « De quoi ?» Je disais que ça ne te fera pas souffrir éternellement. Tu vas survivre. « D'accord. Fais-moi confiance, il a ajouté en mettant les essuie-glaces. Dans pas longtemps, tout ça, ça sera du passé. » Et voilà. Ah, Chinchi. Et en fait, oui, j'ai retrouvé un autre extrait auquel j'ai pensé pendant la lecture de Lumière d'août, mais en fait, c'est en contraste. C'est totalement opposé. Et quand j'avais lu ça, c'était tellement d'amour et peut-être que ça résonnait avec moi aussi, mais en tout cas, ça m'avait émue. Et vous savez comment je suis, des fois, j'avais beaucoup pleuré. J'avais beaucoup pleuré pendant cette lecture. Oui. J'étais très, très émue. C'était... Et par le style et par tout ce qui était dit, je sais pas, il y avait quelque chose d'une beauté incroyable, là où on ne l'attend pas forcément. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et puis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Prenez bien soin de vous surtout.